Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec le gaspillage financier et les excuses. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable, et pourtant j'ai réussi à économiser plusieurs milliers d'euros en un an avec ma méthode. Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année 2019. Je vais profiter des fêtes de fin d'année pour me plonger dans la lecture de livres, pour mieux préparer la rentrée du podcast. J'ai commandé pas moins de 14 livres que je vais pouvoir lire, triturer, gribouiller de notes sur un canapé avec un plaid et une bonne tisane pendant les vacances. Donc vous l'aurez compris, pas de podcast pendant les fêtes. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler d'investissement avec mon invité du jour, Nicolas, qui est investisseur chevronné et cofondateur du site avenuedesinvestisseurs.fr. Ça faisait longtemps qu'on me demandait de faire un sujet sur l'investissement. Le voici. C'est un vaste sujet, mais qui honnêtement paraît tellement obscur pour moi et pour la majorité des Français. Investir son argent, d'ailleurs, pour la plupart des Français, ça signifie souvent acheter sa résidence principale, ouvrir un livret A, une assurance vie, éventuellement parfois acheter une résidence secondaire ou investir dans l'immobilier, mais c'est à peu près tout. Moi-même, j'ai toujours été assez fainéante concernant mon éducation financière et je dois dire que maintenant que j'ai mis le nez dedans, je trouve ça assez passionnant. Mais c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à apprendre, donc j'en ai encore beaucoup à apprendre en effet. J'ai voulu recevoir Nicolas parce que ça me plaît de discuter avec quelqu'un qui a une expérience personnelle de l'investissement. Son avis est forcément subjectif et je trouve ça plutôt intéressant. On n'est d'ailleurs pas toujours d'accord, mais ses positions sont héritées de son vécu, ce ne sont pas des postures de principe et c'est ça que j'aime bien. Pour commencer, on est longuement revenu sur son parcours, ses premiers pas dans l'investissement, son héritage familial, sa reconversion professionnelle actuelle et bien entendu, l'envie de créer avenuedesinvestisseurs.fr après avoir conseillé pendant 10 ans sur un forum de geeks. Et quoi faire de son épargne ? Il faut reconnaître que c'est un vaste sujet. Donc avec Nicolas, on a décidé de se concentrer sur plusieurs thématiques clés aujourd'hui. Les produits de placement pour se lancer, la défiscalisation et l'investissement immobilier, ce que moi j'ai appelé alternatif, c'est-à-dire l'investissement immobilier pas dans la pierre. Et j'en profite pour dire que je recevrai Ludovic, qui est l'acolyte de Nicolas et aussi cofondateur du site. Je le recevrai en 2020 pour un sujet spécifique sur la bourse. Mais dans cet épisode, j'ai cherché à savoir comment on devient investisseur chevronné, comment on calcule un rendement et c'est quoi un bon rendement, est-ce que le rendement est toujours corrélé au niveau de risque et par où on commence quand on débute. Ce qui m'a plu, c'est que Nicolas aime beaucoup balayer les idées reçues sur l'investissement. Pourquoi est-ce qu'on se tourne toujours vers sa banque au lieu de comparer ? Pourquoi les Français sont si friands de défiscalisation et pas d'investissement ? Et est-ce que la défiscalisation immobilière est toujours rentable ? On a évidemment parlé de pas mal de dispositifs et de produits d'investissement spécifiques, dont certains que je connaissais bien, l'assurance vie, PE, PERCO, investissement dans les PME notamment, et d'autres que j'ai découverts en préparant l'épisode, les SCPI et le crowdfunding immobilier pour ne citer que. On a également fait un gros focus pendant cet épisode sur Pinel, le dispositif, en le comparant à un autre type d'investissement similaire dans l'ancien, pour voir si ce type de programme de défiscalisation tenait la route. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter l'épisode que j'en ai au quotidien à échanger avec Nicolas sur notre groupe WhatsApp. Bon épisode! Bonjour Nicolas! Bonjour Delphine! Je suis ravie de te recevoir dans le podcast pour la simple et bonne raison que je suis pas mal sollicitée pour qu'on parle des sujets dont on va parler aujourd'hui. Donc je pense que les auditeurs seront au moins autant ravis que moi que tu sois là et que tu puisses répondre à pas mal de leurs interrogations sur l'investissement. Merci, moi je suis heureux d'être avec toi et d'expliquer tout ça à tous tes auditeurs. On va parler un peu de toi pour commencer. Nicolas, tu es cofondateur du site avenuedesinvestisseurs.fr avec Ludovic et c'est à ce titre que je te reçois aujourd'hui et justement en préparant l'interview je lisais sur ton site que ça faisait environ une dizaine d'années que tu donnais des conseils sur un forum mais totalement bénévolement quoi. Et ça m'intéresse de savoir comment ça a commencé un petit peu cette expertise et cette passion, enfin ce passe-temps à côté de ton travail. C'est vrai que ça commence à faire longtemps, je suis plus tout jeune. Alors tout a commencé, peut-être je devais avoir 27 ou 28 ans. J'avais fait une expatriation pendant 6 mois
C'était l'occasion de gagner pas mal d'argent, en tout cas beaucoup plus que ce que je gagnais avant en France, parce que je gagnais 2 fois plus en termes de revenus. Donc en revenant de mon expatriation, j'avais accumulé de l'argent sur mon compte courant et je me demandais comment je vais placer cet argent. Donc je me suis tourné vers ma banque, j'allais signer une assurance vie qu'on me vendait. Et puis au dernier moment, je me suis dit bon, je vais quand même aller checker sur Google, voir si on recommande cette assurance vie et voir si c'est bien avant de signer. Donc je suis retourné chez moi avec mon vélo, je suis allé voir Google et là je suis tombé sur un forum d'épargnants qui s'appelle Hardware Forum. C'est un forum de geeks à la base, mais il y a beaucoup de sujets qui traitent de l'épargne. Il y avait un sujet approprié pour l'épargne. Et là-dessus, j'ai beaucoup lu les échanges sur ce forum et là j'ai compris que j'allais faire une connerie. Il fallait surtout pas que j'ouvre cette assurance vie parce qu'elle était mauvaise. Il y avait des frais de surversement, un fonds euro qui était très médiocre, qui rémunérait très peu. Vraiment, ça aurait été une erreur de signer, donc j'ai bien fait de rentrer chez moi et de me renseigner. Et puis après, je suis resté accroché finalement à ce forum. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu pendant des mois pour me renseigner, pour ouvrir mes produits à gauche et à droite. Donc finalement, j'ai beaucoup appris là-dessus. Après, de fil en aiguille, je suis devenu plus calé en matière d'épargne et de placement, jusqu'à devenir moi-même un des membres qui contribue le plus à ce forum. Et puis moi-même transmettre mon savoir aux nouveaux venus. Donc vraiment, j'ai commencé vraiment de zéro, avec quasiment zéro patrimoine, zéro savoir. Et puis après, de fil en aiguille, au fil des années, j'ai appris par moi-même et je suis monté en compétences en ouvrant de plus en plus de produits, puis en conseillant de plus en plus du coup les gens sur le forum. Ok, donc tu es complètement autodidacte. Tu t'es vraiment formé sur le tard parce que tu avais identifié un besoin. C'est hyper intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, alors, c'est en rapport avec les chiffres, l'argent, etc. C'est en rapport avec ton métier, mais finalement, pas tant que ça. Parce que toi, à la base, t'es plutôt dans les métiers du contrôle de gestion, de la finance, de la comptabilité. Et donc, tu fais ça pour des entreprises. Et en fait, finalement, c'est quand même... Enfin, moi, je fais une réelle distinction entre ces métiers-là et ceux du conseil en finance personnelle au final. Et c'est pas parce que tu fais de la comptabilité que finalement t'es avisé sur les produits, même des produits basiques d'épargne. Hein. Je me trompe? C'est ça, tu as tout compris. Alors souvent, il y a confusion parce que les gens se disent tiens, tu travailles dans les chiffres, donc forcément, c'est facile, tu sais placer, etc. Mais c'est vraiment des métiers qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, tu prépares une reconversion vers les métiers du conseil aux particuliers au final. C'est ça, parce que moi j'ai une formation, j'ai une maîtrise en compta finance. C'est une formation qui était très axée sur la comptabilité. Donc sur la comptabilité, une partie aussi sur le contrôle de gestion, mais ce sont des métiers vraiment très très spécifiques, quoi, qui n'ont vraiment aucun rapport avec la gestion de patrimoine ou le conseil en placement financier. J'ai un ami la fois dernière qui m'a dit non mais moi j'ai pas besoin de conseils, tu sais, parce que ma femme elle travaille, elle est ingénieure, elle connaît bien les chiffres et donc je lui fais confiance pour placer. Mais c'est un peu une idée reçue. Ça n'a vraiment rien à voir de savoir compter, de maîtriser les chiffres et de connaître les produits d'épargne, de connaître la fiscalité, de savoir allouer son patrimoine entre les différents produits qui existent, de savoir optimiser selon sa situation familiale ou il y a des questions de droit aussi. Bref, c'est vraiment très très différent comme métier et il faut pas faire l'amalgame. Je suis contente de te l'entendre dire parce que effectivement dans ce podcast, je le répète souvent, moi je considère que c'est pas parce que on est bon à l'école, bon en maths et qu'on a plaisir à manipuler les chiffres que on sait gérer son argent. Et souvent, les gens font ce lien entre les deux et donc considèrent qu'à partir du moment où on est passé à l'école, qu'on a appris à compter et qu'on sait faire 2 plus 2 égale 4, on doit avoir une science de la gestion d'argent et de la finance. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, quand tu évoquais ton anecdote avec ton collègue, c'est drôle parce que ça me fait penser à cette fameuse expression, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Exactement, Delphine. Tu es justement en train de préparer une reconversion, comme je le disais, donc vers la gestion de patrimoine. Comment ça se passe? Comment on passe? Est-ce que c'est simple de passer des métiers que tu faisais avant à la gestion de patrimoine? Combien de temps on fait, même toi, après 10 ans d'auto-formation, j'ai envie de dire, est-ce que la reconversion, elle est simple? Est-ce que tu apprends beaucoup de choses dans ta reconversion? Et comment ça se passe globalement?
J'ai 15 ans de métier, ça fait 10 ans vraiment que je me suis plongé dans la gestion des finances personnelles. J'ai appris, je suis monté moi-même en compétences au fil du temps. J'ai commencé très simplement avec un livret A comme tout le monde, puis le PEL, puis l'assurance vie, puis l'investissement en bourse, l'immobilier, des choses de plus en plus pointues. J'ai appris en même temps la fiscalité au fur et à mesure, la fiscalité des produits d'épargne, la fiscalité de la personne aussi, sur le contrat de mariage par exemple. Disons que j'ai une maîtrise en compta finance qui me permet dans ma reconversion d'accéder directement à un master 2 gestion de patrimoine pour vraiment être compétent en la matière. Ce qui manque, c'est plutôt les compétences juridiques, parce que le métier de gestion de patrimoine, c'est une bonne part de conseil en investissement financier. Ça, je l'ai. Je connais pour avoir moi-même investi mon argent. Mais il y a aussi une bonne part de juridique et de fiscalité, et ça c'est ce que je peux développer là, c'est l'autre facette du métier que je peux développer dans ma formation en gestion de patrimoine pour vraiment être complet, un professionnel complet dans la gestion de patrimoine. Donc t'es repassé quand même par les bancs de l'école. C'est ça, je repasse par les bancs de l'école, ça fait un peu drôle à 36 ans, mais c'est nécessaire pour parce que même si on va dire que j'ai les compétences théoriques, on est en France et c'est bien de les valider par un diplôme qui malgré tout m'apprend quand même des choses. J'avais pas la science infuse et j'apprends quand même des choses que je n'avais pas appris pendant mes 10 années en autodidacte. Donc je repasse par les bancs de l'école et j'aurai mon diplôme de Master 2 prochainement. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, à la fois la valorisation des autodidactes et aussi le fait qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc en tout cas, je te remercie de témoigner de ça. J'ai envie qu'on retourne en arrière. J'ai lu de toi que déjà tout petit, tu étais une graine d'épargnant. Tu avais déjà pris assez tôt l'habitude de placer tes étrennes sur ton livret A. Et j'ai envie de te demander, est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à toi ou est-ce que c'est tes parents qui t'ont transmis ça? C'est ça, Delphine. T'as bien lu ma biographie, je te félicite. Exactement. C'est une anecdote peut-être qui frappe un peu. Parce que c'est vrai que j'avais peut-être 8 ou 9 ans, mais je me rappelle très bien me rendre au guichet de la poste du village. Et à l'époque, c'était, ça parlera aux plus de 30 ans, mais à l'époque, le livret A, c'était vraiment sous forme physique avec un carnet jaune. On tendait ça, le livret A, le carnet à la postière, et elle tamponnait les intérêts. Le montant des intérêts était tamponné tous les ans sur le livret A, et je me rappelle que je voyais des sommes comme 125 francs, 125 francs tamponnés. L'année suivante, c'était 138 francs et c'était tamponné. Et c'était un peu ma collection comme des médailles. Et ouais, j'aimais bien ce côté-là concret. Vraiment, c'était physique. On voyait les intérêts se tamponner tous les ans, s'ajouter. Et je ressentais ce truc. Je me disais, tiens, c'est marrant. Finalement, j'ai pas travaillé. J'ai juste fait travailler mon argent. Et c'est cool de sans travailler vraiment, mais juste en faisant travailler son argent, de gagner comme ça. Alors, c'était pas grand-chose. Mais pour un gamin, ça faisait 150 francs ou 200 francs, c'était super, ça en faisait des paquets de bonbons. Je viens d'une famille de la classe moyenne, on va dire moyenne sup, d'un milieu très rural, et mes parents bossent beaucoup, mais jamais ils n'ont placé leur argent, quoi. Finalement, c'était vraiment le français moyen en termes de placement, c'était le livret A. D'abord la résidence principale, ils ont acheté leur résidence principale. Et ensuite, l'épargne, c'est aller en livret A. Et si jamais le livret A déborde, voilà, ils ont acheté une résidence secondaire. Et puis c'est tout, quoi. Et après, malheureusement, une assurance vie avec des frais sur versement et c'est tout. Parce que si je me rappelle de mon père qui avait investi également sur Eurotunnel, c'était pas forcément une bonne idée, mais vraiment un peu le français typique, quoi. D'abord la résidence principale, le livret A. Et puis ponctuellement, s'il y a un battage médiatique sur une action, à l'époque c'était Eurotunnel, on investit tout sur une seule action. Et actuellement, ça m'y refait penser, actuellement il y a eu beaucoup de battage médiatique pour la Française des Jeux, et c'est un peu le même syndrome, quoi. Beaucoup de Français qui n'investissaient qu'en livret A se sont mis à s'intéresser à la bourse, alors que ces mêmes personnes souvent décriaient la bourse, les dividendes, les actionnaires, c'est pas bien. Et ces mêmes personnes se sont intéressées à la bourse subitement parce qu'il y a eu un gros battage médiatique sur la Française des Jeux.
Tout ça pour dire que non, je viens d'une famille vraiment qui plaçait pas du tout. Même actuellement, ils ne placent toujours pas. Mes frères également, puisque j'ai des frères, s'intéressent pas du tout à ça non plus. Je suis différent. Et à défaut d'être des investisseurs aguerris, j'ai quand même l'impression que tes parents t'ont transmis une sagesse de l'épargne, parce que même si tu as commencé à t'intéresser à quoi en faire à ton retour d'expatriation, donc 27-28 ans, j'ai l'impression quand même que tu avais vraiment un réflexe d'épargne, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bah, je pense que c'est plus ancré en moi en fait. C'est même pas forcément eux qui m'ont dit attention. Quand tu reçois les traînes des parents à Noël, mets une partie. Bon, je pense qu'ils m'encourageaient quand même à mettre une partie en livret A, mais pas spécialement parce que je crois que mes frères par exemple ont reçu la même éducation que moi et ils sont plutôt du genre à, enfin j'en ai surtout un qui flambe beaucoup, qui gagne bien sa vie mais qui a zéro épargne. À plus de 35 ans, il a zéro épargne. Et non, on est tous différents. On n'a pas vraiment reçu d'éducation pour ça. C'est juste moi-même, mon caractère, je pense, qui fait que je pense que j'ai besoin un peu de sécurité. Et j'ai jamais voulu dépenser plus que ce que je gagnais, quoi. C'était un principe. Et même quand j'étais étudiant, je me rappelle que je pouvais peut-être passer pour radin de temps en temps parce que vu que j'avais pas de revenus, je voulais pas beaucoup dépenser en soirée. Et je participais, mais je voulais pas payer des verres à 20 francs dans le bar, quoi. Je voulais dépenser, mais moins que ce que je gagnais. Et vu qu'en tant qu'étudiant, je gagnais pas beaucoup, ben j'étais raisonnable et je dépensais peu. Et j'ai gardé ces habitudes-là, en fait, de toujours dépenser moins que ce que l'on gagne pour pas générer de dettes et pour même avoir une capacité d'épargne et pour réaliser des projets plus importants plus tard. Parlons un peu d'Avenue des investisseurs. Alors du coup, c'est un site que tu as créé il y a presque 2 ans du coup avec Ludovic. C'est ça passe vite. On l'a créé en février 2018. On est parti d'une page blanche, on est vraiment parti de rien. Et Ludovic, c'est mon camarade de forum. Je l'ai connu sur le forum dont je parlais au tout début. C'est lui qui a eu l'idée, qui s'est dit un jour, tiens, qu'est-ce que tu penses de créer notre propre site, puisque voilà, je donnais des conseils sur l'épargne depuis un petit moment sur le forum, mais c'est pas notre forum, donc on a une liberté de ton qui est pas la même. Et puis ce que j'ai écrit sur le forum, j'avais pas le support physique, disons. Il n'y a pas le support physique pour rédiger tout ce qu'on voulait. On pouvait pas organiser ça avec des articles, avec des catégories. Avec des images, etc., avec des schémas. Voilà, donc tandis qu'un site, ça nous donne le support physique nécessaire pour vraiment expliquer tout ce que l'on veut avec la pédagogie que l'on veut, en organisant en chapitres et en rubriques. Donc tout a débuté en février 2018 et puis progressivement, en sortant 2 ou 3 articles par mois, on a réussi, je pense, à faire un tout cohérent pour que les épargnants s'y retrouvent et un vrai guide de l'épargne finalement. Tu définis le site comme un site d'information sur l'épargne et l'investissement pour tout niveau, pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est pas un sujet que je maîtrise du tout. Et quand je suis arrivée sur le site, c'est hyper flagrant l'effort de vulgarisation que vous avez fait, quoi. Moi, j'ai trouvé ça assez remarquable. Merci, c'est gentil. Mais c'est peut-être le fait que pendant des années, on a un peu vulgarisé l'épargne en s'adressant à des grands débutants sur le forum qui avaient vraiment des questions très basiques, comme on l'a tous, hein, quand on connaît pas. J'avais ces mêmes questions quand je suis arrivé il y a 10 ans sur le forum. Donc ça fait que on sait un peu les questions que se posent les gens, on sait où on commence. Donc on savait, on avait l'expérience de comment s'adresser vraiment aux néophytes et par où commencer. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui distingue Avenue des investisseurs d'autres sites, parce que faut être honnête, il y a énormément de sites d'information sur l'investissement, mais ce qui distingue, c'est vraiment que vous avez fait le choix, c'est un parti pris de guider le visiteur dans son apprentissage. D'ailleurs, c'est dès la page d'accueil, puisque vous lui proposez un chemin qui est quasiment un chemin d'investissement, de je pars de zéro, quel compte en banque j'ouvre, à comment je peux diversifier mes investissements, voire même, puisque vous en parlez sur le site,
comment on peut se lancer dans les placements exotiques, etc. Je dis pas que vous le conseillez, mais en tout cas, vous en parlez, quoi. Ouais. On l'aborde ne serait-ce que pour dire aux gens attention, ne vous dirigez pas vers l'exotique, mais c'est vraiment une partie très marginale Oui, tout à fait. du site parce qu'il faut pas que l'épargnant lambda se dise que bah c'est bien, je vais investir dans le vin ou dans les terres rares ou dans l'or ou dans le diamant ou non, on dit que ça existe et qu'il faut faire très attention. Mais oui, t'as tout compris. C'est dès le début, dès la page de garde du site, on explique avec une feuille de route, on appelle ça la feuille de route, et les Parisiens se diront ça ressemble beaucoup à une ligne de métro. Ça ressemble beaucoup, c'est pas vraiment fait pour, mais c'est vrai que ça ressemble quand on est parisien, on pense à ça. Et avec un point de départ qui est ouvrez un compte courant et pas n'importe où. Donc on a une rubrique banque en ligne pour expliquer que le compte courant il est quand même mieux en banque en ligne parce que c'est moins cher, c'est même gratuit. Pour avoir un compte courant, la tenue de compte et la carte bancaire, c'est gratuit. Le service, on l'a très bien par téléphone ou par mail. Donc, la base, c'est d'abord d'avoir une bonne banque en ligne pour ouvrir son compte courant. Et après ça, on a une épargne de précaution qui correspond à 3 mois de dépenses. Généralement, il faut mettre 3 mois de dépenses de côté en épargne de précaution. Et quand on a cette base, ensuite, on peut vraiment investir à plus long terme. Quand on a préparé cet épisode, on avait vraiment le barrage du choix des sujets à traiter. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on a justement décidé de faire 2 épisodes, dont un qui sera entièrement dédié au sujet de l'investissement et qui sera en 2020 pour ceux qui sont de l'investissement en bourse, pardon, pour ceux qui sont impatients d'entendre parler de ce sujet-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parlera pas du tout de bourse. Et aujourd'hui, tous les deux, on va principalement parler de placement, des placements pour démarrer, d'investissement immobilier. On sera pas exhaustif et vous verrez tout ce sur quoi on mettra le focus, et d'un gros sujet qui va, j'espère, vous passionner, c'est la défiscalisation. Et en lisant Avenue des investisseurs, moi j'ai vraiment eu le sentiment d'apprendre des choses. J'espère que c'est pas qu'un sentiment. J'ai appris des choses, mais alors, ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, c'est que j'ai appris des choses qui, à mon sens, sont vraiment genre le B à bas, genre niveau 0 de l'investissement. Notamment qu'il y a 2 catégories de produits financiers, ceux qui sont réglementés par l'État, le livret A, etc., et ceux qui le sont pas. C'est la majorité des produits financiers. C'est comme dans un supermarché, en fait. À n'importe quel rayon, il y a des dizaines de produits financiers, pas tous pareils, mais ils se ressemblent. Comme dans le rayon yaourt, il y en a qui ont des textures différentes, des goûts différents, des conditionnements différents, des prix différents. C'est une bonne comparaison de gastronome. Exactement. En quoi que le yaourt, la gastronomie, on fait mieux. Mais en termes de produits financiers, c'est exactement pareil. C'est ça, et on peut même se concocter sa propre recette. On peut se faire sa petite tambouille. Et là, je vais aborder tout de suite, si tu permets, l'allocation patrimoniale. Une des bases, c'est de se concocter sa propre recette de son épargne. Son propre cocktail finalement. On peut dire mon patrimoine, ça sera composé de X% de fonds euros d'assurance vie pour la partie garantie, de Y% d'immobilier pour l'investissement dans la pierre à long terme et de Z% d'actions pour l'investissement en bourse à long terme. Oui, mais je dirais qu'avant même d'en arriver là, tu vois, je t'entends parler et je me dis déjà, on est vachement avancé parce que pour avoir une notion de se faire sa propre répartition, se faire sa propre allocation patrimoniale, ça nécessite de savoir ce qui se présente à nous, de le comprendre, et déjà, tu vois, on n'en est pas là. Exactement. Et moi, j'en étais pas là. Je suis déjà un petit peu plus loin maintenant avec mes recherches, oui. Mais j'en étais pas là. Et ce qui m'a paru intéressant quand j'ai parlé des yaourts, là, c'était la petite anecdote, mais c'est que juste, j'ai l'impression moi y compris, mais les gens n'ont pas conscience que ce sont des produits de marché, qu'il y a une concurrence et des différences de produits, et que 9 fois sur 10, on va dans sa banque, on prend le produit de sa banque et on fait confiance à sa banque, genre les yeux fermés, quoi. Oui, exactement. Et tu fais bien de le dire. C'est vrai qu'avant de faire son cocktail, il faut connaître chaque ingrédient. Il faut savoir ce produit d'épargne, quel est le risque, quel est le rendement possible. Tel autre produit d'épargne, quel est son risque, son rendement, sa liquidité. Donc il faut d'abord connaître bien chaque ingrédient, et c'est ce qu'explique le site dans le parcours. On va apprendre exactement ce que c'est
tel produit, qu'est-ce que c'est la bourse, qu'est-ce que c'est l'immobilier, qu'est-ce que c'est le PEL, etc. De façon à déjà avoir les bases de chaque produit pour pouvoir ensuite les assembler. Et exactement, il y a des produits réglementés qui sont tous les mêmes. Si on regarde le livret A ou le PEL, ce sont des produits réglementés par l'État et quelle que soit la banque, il n'y a pas lieu de comparer. Il n'y a pas lieu de comparer parce que ça sera forcément le même rendement qui sera offert. Pour le livret A, c'est 0,75% net. Dans chaque banque, ce sera pareil, donc il y a pas lieu de comparer. Mais dès qu'on va vers un produit plus particulier, comme l'assurance vie ou comme l'investissement en bourse ou l'immobilier, là, il faut être beaucoup plus vigilant et là, il faut comparer. C'est une des premières règles qu'on explique dans le site, justement, c'est que la chose à faire quand on a un rendez-vous chez son conseiller clientèle avant de signer quoi que ce soit, le premier réflexe à avoir, c'est de prendre les papiers et de dire, bon, je vais réfléchir à tête reposée, et je signerai après avoir bien compris ce que c'est ce produit et après avoir comparé. Alors pour un livret A, oui, on peut signer tout de suite, mais dès qu'on va un peu plus loin, l'assurance vie ou la bourse, l'immobilier, etc., ou la défiscalisation, là, faut vraiment se pencher dessus parce que c'est un rayon qui fait 10 mètres de linéaire avec des centaines de références différentes et la différence de goût est énorme entre chaque produit et il faut pas se planter. Tout à l'heure, tu as parlé de rendement. Alors, j'ai vraiment une question de noob, comme on dit. J'ai envie de juste te demander, c'est quoi... alors, déjà, c'est quoi un rendement? Mais c'est quoi un bon rendement? Alors, j'invite tout le monde à ouvrir dès maintenant une feuille Excel. C'est ça aussi, la finance personnelle, c'est beaucoup de calculs, faut pas se leurrer. Donc, même si faut pas être un champion des maths, il y a quand même quelques petits trucs à maîtriser, notamment le pourcentage et le produit en croix. Pour prendre un exemple, c'est, admettons, vous placez 1 000 € sur un livret A. Après un an, le livret A, je disais, il est rémunéré à 0,75% par an. Combien vont rapporter 1 000 € passé un an sur le livret A? 7,50 €? Ah, bonne réponse. Ah, j'ai eu peur. Bonne réponse, Delphine. Rien que ce calcul permettra d'avoir le déclic et de comprendre comment ça se passe. Est-ce que forcément, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé, ou est-ce que c'est pas toujours le cas? C'est une grande question. La réponse est oui. À ma connaissance, je connais pas d'exception. Plus le rendement est élevé et plus le risque est important. Sinon, on irait tous. Pourquoi s'ennuyer à placer sur livret A à 0,75 si on peut placer sur un super produit garanti, sans risque, liquide, c'est-à-dire qu'on peut retirer l'argent du jour au lendemain et le récupérer. Pourquoi on s'ennuierait à placer là-dessus si on peut avoir les mêmes propriétés de liquidité, de garantie du capital sur un produit qui rémunère 10%. Alors actuellement, les taux sont très bas. Quand on dit que les taux sont très bas, c'est les taux quand on emprunte. Les taux immobiliers sont à moins de 1% sur 20 ans. Mais ce qui vaut pour l'emprunt vaut également pour les placements. Du coup, les banques rémunèrent bien moins l'épargne garantie. Donc le livret A, il a chuté à 0,75% et il va chuter très probablement à 0,50 voire 0,25 en 2020. En revanche, plus on monte dans le risque, plus on est prêt à prendre du risque à long terme, du risque de perte en capital. Quand je dis risque, c'est du risque de perte en capital. Plus on va gagner en rémunération. Par exemple, la bourse rémunère à long terme 7% par an à long terme. Mais quand je dis 7% par an, c'est pas tous les ans. Il y aura des années à moins 5%, moins 10, moins 20%, et des années à plus 5, plus 10, plus 30. Cette année, et, par exemple 2019, est assez exceptionnelle. Ludovic y reviendra dans l'autre podcast. Mais juste pour illustrer, cette année en bourse, on fait presque 30%. Plus 30%. C'est-à-dire, si on a placé 1 000 €, on a 1 300 € en fin d'année. Parce que ça s'accompagne d'un risque, c'est pas tous les ans plus 30%. J'investis en bourse depuis 10 ans. C'est une année record. On n'a pas fait tous les ans plus 30%. Il y a des années où on a subi, en 2011, je crois, à peu près moins 10%. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de produit miracle. Pour chaque produit d'épargne ou d'investissement, il faut voir 3 critères. Il faut voir le rendement. Ça peut être 1%, 2%, 3%, 10%. Il faut voir le rendement. Il faut voir la liquidité. La liquidité, c'est la capacité de retirer l'argent. Alors, par exemple, un livret A, on peut retirer en un claquement de doigts, on a la somme retirée, on l'a sur le compte courant. Un livret de développement durable, le LDD, c'est pareil.
Le PEL, on peut récupérer l'argent, mais il se casse. Le PEL sera cassé si vous retirez l'argent. L'assurance vie, contrairement à une idée reçue, on peut retirer l'argent, mais il faut quelques jours, voire 30 jours maximum pour récupérer l'argent, donc c'est assez liquide. L'action aussi, des actions, c'est très liquide. On peut vendre en un clic, récupérer l'argent. Mais l'immobilier, par exemple, c'est un produit qui est pas liquide. Ouais. Si vous avez un appartement que vous le vendez, même si vous trouvez un acheteur dès le lendemain, il faut 3 mois pour récupérer l'argent auprès du notaire. Donc ça, c'est un produit pas liquide. Et le troisième critère, c'est le risque. Donc chaque produit doit s'étudier en fonction du rendement, de la liquidité et du risque. Et plus le rendement est élevé, généralement, et plus donc ça s'exprime par des contraintes qui seront une liquidité inférieure et un risque supérieur. Mais il n'y a aucun produit qui va rémunérer à 10% sans risque et en étant très liquide. S'il y en a, c'est une arnaque. En même temps que tu parlais, je voyais un contre-exemple à cette histoire de plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. C'est juste pour déflorer le sujet, parce que je veux pas qu'on aille trop vite dans le sujet de l'immobilier, mais évidemment, c'est l'histoire des placements immobiliers. En fait, quand tu investis en immobilier, il y a tous les niveaux de rendement. Tu peux avoir des rendements à 2%, tu peux avoir des rendements à 6%, à 10%, alors que il n'y a pas forcément de corrélation avec le risque en vrai. Je parle d'investissement immobilier dans la pierre. Tu peux avoir un très faible rendement, mais le risque peut être plus ou moins le même qu'avec un rendement plus élevé. Alors ça dépend des opportunités que tu as, ça dépend de plein de facteurs. Disons qu'on retrouve la corrélation quand même, pour prendre un exemple, une comparaison entre deux investissements immobiliers, un par exemple à Saint-Étienne et un autre à Paris. Le rendement à Saint-Étienne, il est énorme. Typiquement, on peut acheter un appartement à 100 000 euros qu'on va louer 600 euros par mois, admettons. Donc ça fait, si on est d'accord, comment on calcule le rendement? 600 euros par mois, ça fait 7200 euros par an. 7200 euros pour un investissement de 100 000 euros, ça fait du 7,2% de rendement. Ouais. Maintenant, on sait calculer un rendement. À Saint-Étienne, on peut avoir du 7,2% rendement brut par an. A contrario, à Paris, dans une grande ville, le prix, il est très élevé, quoi. Même un studio, il va être à 200 000 euros. Le studio de 18 mètres carrés, il va être à peu près à 200 000 euros. Même plus avec les frais de notaire, ça va faire à peu près 220 000 euros. Donc là, si on a un studio qu'on va louer 700 euros par mois, donc on prend Excel, on a ouvert tout à l'heure, 700 x 12. 700 x 12, ça fait 8 400 euros de revenus locatifs pour, on va dire, 220 000 euros de frais de notaire compris. Donc si on fait 8 400 divisé par 220 000, on obtient un rendement brut de 3,8%. Donc on se rend compte qu'à Saint-Étienne, on a très facilement un rendement de 7%, 7-8% même, brut, alors qu'à Paris, déjà là, c'est déjà pas mal. Si on obtient du 3,8, du 4% à Paris, brut, c'est déjà pas mal. Donc, tout ça pour dire que en immobilier, on a des rendements qui sont très différents selon la localisation. Maintenant, ça ne veut pas dire que le logement à Saint-Étienne sera plus rentable. Et là, c'est encore une notion qu'il faut comprendre entre rendement et rentabilité. Le rendement, c'est juste le calcul entre les revenus locatifs à l'instant T et le prix à l'instant T. La rentabilité à Saint-Étienne, si ça se trouve, dans 10 ans, mon appartement à 100 000 euros, je vais le vendre à 80 000 euros parce que le marché aura baissé de 20 000 euros. Donc finalement, le rendement était bon, 7% et quelques, mais la rentabilité sera moins bonne parce que faut calculer, on n'a pas le temps de calculer, mais il faudra calculer en intégrant aussi la moins-value. Et là, tout d'un coup, la rentabilité devient médiocre, voire même négatif, faudra calculer, par rapport à mon investissement à Paris qui a un rendement très moyen, 3 ou 4% brut. Mais si dans le même temps, pendant 10 ans, mon appartement à Paris prend encore 50%, qu'on a acheté 200 000, il vaut 300 000 euros, là je me fais à peu près 100 000 euros de plus-value. Et finalement, si j'intègre mon rendement moyen avec une grosse plus-value, finalement ma rentabilité sera supérieure à mon investissement de Saint-Étienne. Tout ça pour dire qu'il y a quand même une corrélation dans le rendement, mais attention, ça ne veut pas dire qu'un rendement supérieur en immobilier, ça donnera une rentabilité supérieure. Et c'est pareil pour la bourse. En bourse, on a par exemple des rendements très élevés sur certaines actions. Je me rappelle d'une action que j'avais qui était page jaune, qui avait un rendement de 10%. Le dividende annuel divisé par le cours de l'action, c'était du 10%. Mais le cours de l'action a été divisé quasiment par 10. C'est monstrueux. Donc finalement, c'était une mauvaise rentabilité par rapport à LVMH. Le LVMH qui a un rendement minable peut-être de 1%, mais qui dans le même temps a vu son cours multiplié par 3 ou 4. Ça, c'est une règle de base.
Le rendement des sociétés premium, on appelle ça des sociétés premium ou des biens premium dans les villes premium, sera généralement faible parce que le prix est élevé et le loyer ou le dividende est assez faible, mais la perspective de rentabilité est forte par rapport à un rendement d'une action ou d'un bien immobilier qui est bon parce que il est pas cher. Il est pas cher pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de secret, parce que c'est pas très sexy un appartement. Enfin, je vais fâcher nos amis stéphanois, mais c'est la réalité du marché. Les prix est bas parce qu'il y a peu de demandes et parce que c'est pas sexy. Pareil pour certains titres. Parce que le potentiel de valorisation est faible, et in fine, rendement élevé, mais potentiel de rentabilité qui est très incertain. On va pas se lancer dans un débat sur l'immobilier. C'est vrai que souvent les gens sur la question de l'immobilier attribuent un facteur risque à la localisation, oui. Ce qui est, à mon sens, loin d'être vrai. Il y a des gens qui ont du mal à louer à Paris. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend notamment de l'état du bien. Alors qu'il y a des gens qui n'ont absolument aucun mal à louer sur des marchés qui, comme tu le dis, ont l'air d'être moins attractifs, mais il y a des locataires partout, y compris à Saint-Étienne. Ouais. Disons qu'il y a quand même des chiffres factuels. Si on prend la vacance locative à Paris par rapport à une ville qui est un peu sinistrée, je veux pas citer de ville, je veux fâcher personne, mais il y a des villes sinistrées, la vacance locative est bien supérieure dans ces villes-là qu'à Paris. Si sa stratégie d'investissement immobilier, c'est d'aller chercher des hauts rendements et des hautes rentabilités, il faut forcément pouvoir aller chercher, mais on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, il faut forcément aller chercher une prise de risque, en tout cas ce que la majorité des gens considèrent comme une prise de risque. Et effectivement, si aujourd'hui le marché considère que c'est une plus grande prise de risque d'investir à Saint-Étienne et que nous on a envie d'aller chercher des rendements, une rentabilité plus haut, enfin, des rendements plus hauts, effectivement, on sera bien avisé d'aller chercher des biens à Saint-Étienne dans cette, on va dire, qui peut-être qui sont particulièrement beaux, hyper sexy et dont on imagine qu'ils vont se louer mieux que d'autres. Oui. Je referme la parenthèse parce que on n'est pas sur un sujet investissement immobilier. D'ailleurs, je précise qu'en 2020, on fera un épisode intégral sur le sujet de l'investissement immobilier. Mais là, effectivement, on a un peu effleuré le sujet, mais il faut qu'on passe à d'autres choses parce qu'on a encore plein de sujets passionnants à traiter. Et je voudrais qu'on revienne sur cette fameuse feuille de route. Tout à l'heure, on parlait effectivement, l'étape numéro 1, c'était ouvrir un compte dans une banque en ligne. Et tu l'as dit pourquoi? Tu as dit parce que effectivement, il n'y a pas de frais. Alors pourquoi rester dans sa banque quand on peut avoir un compte en banque dans une banque en ligne, sachant qu'on peut aussi avoir 2 ou 3 comptes. Oui. Il y a des gens qui s'interdisent de faire ça sans vraiment finalement de bonnes raisons à ça, mais oui, ça c'est tout à fait possible. Moi-même moi je suis un peu extrême, mais j'ai une dizaine de comptes courants, ING, Boursorama, Fortunéo. J'ai même un compte courant Crédit du Nord parce que j'avais historiquement un crédit immobilier chez eux et donc j'ai gardé un crédit immobilier. Rien n'empêche en fait de multiplier, c'est aussi une chose à comprendre. Rien n'empêche de multiplier les banques et les partenaires. Parce que une banque X va être très bien positionnée, par exemple, sur une assurance vie, alors que la banque Y va nous faire la meilleure offre de crédit immobilier et la banque Z va être mieux positionnée pour investir en bourse. Je suis tout à fait d'accord. Moi-même, j'ai plusieurs comptes courants. Il faut pas hésiter à être infidèle. Et l'étape numéro 2, ta feuille de route, c'était se constituer une épargne. Alors, l'épargne de précaution. Une épargne de précaution. Moi, c'est un sujet qui me touche parce que c'est un peu plus mon domaine à moi. Ça semble basique. Alors, il y a une épargne de précaution un peu, j'imagine que tu l'entends comme un matelas de sécurité, mais c'est ça. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est de se constituer une épargne qui va être ton capital d'investissement pour les étapes d'après de ta feuille de route. Parce que, en fait, dès que tu veux commencer à investir, à part dans l'immobilier, il te faut de l'argent parce que la banque, elle te prête pas pour investir en bourse. Elle te prête pas pour placer ton argent, pour acheter certains produits financiers, pour faire l'investissement dans des PME, etc. Oui. Donc, il y a l'épargne de précaution, mais il y a aussi, il faut ce capital-là si tu veux investir, quoi. Exactement. Et c'est là que je rejoins un peu nos camarades de Planet Finance, que je salue. C'est là qu'on les rejoint. La base de tout, en fait, c'est déjà d'avoir une situation saine au niveau budgétaire. C'est-à-dire d'avoir son budget clair entre ses revenus d'un côté, ses dépenses de l'autre. Parce qu'il faut nécessairement se dégager ce qu'on appelle la capacité d'épargne, c'est-à-dire d'avoir plus de revenus que de dépenses pour se construire progressivement une épargne de précaution.
parce qu'au fil des mois, on va se construire, grâce à cette capacité d'épargne, on va se construire une épargne de précaution que l'on va placer sur des produits très liquides. Maintenant, vous savez ce que c'est la liquidité, donc on va placer sur des produits très peu rémunérés comme le livret A, mais liquides, de façon à avoir une bonne assise pour ensuite avoir le tremplin pour décoller vers des produits qui sont plus rentables, vers l'investissement long terme en assurance vie, en bourse, en immobilier. Il faut déjà avoir une bonne assise financière, une situation saine, des revenus, des dépenses équilibrés, voire même une capacité d'épargne. Ensuite, son épargne de précaution, c'est 2-3 mois de dépenses stockées sur compte courant, livret A, pour pouvoir pourvenir à des dépenses qui seraient inopinées, des mauvaises surprises, hein, ça peut être n'importe quoi, la machine à laver qui crame et il faut racheter une, ou la voiture qui ne marche plus, il faut payer le garagiste, voilà, faut avoir une bonne assise pour ensuite décoller vraiment, et là c'est là vraiment qu'on entre dans l'investissement vers l'assurance vie, la bourse et l'immobilier. Si je reprends ta feuille de route en étape numéro 3, on a l'assurance vie. Avant d'arriver à la fourche, qui est l'étape 4, qui pour moi, la fourche, c'est d'un côté la bourse, d'un côté les placements financiers. Et avant ça, il y a l'étape numéro 3, et c'est intéressant parce que c'est une étape entière sur un placement qui est l'assurance vie. Pourquoi est-ce que tu recommandes ce chemin-là? Pourquoi l'assurance vie? Tout peut se faire de façon concomitante en fait. Si on arrive à mener plusieurs projets de front, on peut très bien le même mois ouvrir son compte courant dans une bonne banque en ligne et en même temps ouvrir une assurance vie dans une autre banque et en même temps investir en bourse et en immobilier. Bon, après ça fait beaucoup d'un coup peut-être, mais en fait tout pourrait se faire en même temps théoriquement. Maintenant, si on veut être plus sur un cool et faire de façon séquentielle, on peut ouvrir une assurance vie au début avec juste 100%, donc ça peut même se faire en même temps que l'épargne de précaution finalement. Juste avec 100 €, on peut prendre date sur l'assurance vie. Prendre date, en fait, c'est un terme important pour l'assurance vie, également pour le PEL, également pour le PEA en bourse. Prendre date, ça veut dire simplement ouvrir le produit pour prendre date fiscalement, parce qu'il y a une notion fiscale qui est très importante avec l'assurance vie, qui veut que aux 8 ans de l'assurance vie, on peut retirer l'argent de l'assurance vie sans payer d'impôt sur le revenu. Donc c'est important de marquer le coup, si vous voulez. Prendre date, c'est de marquer le coup, c'est d'inscrire fiscalement en dur, gravé dans le marbre, la date à laquelle on a ouvert le produit. Et ça, c'est essentiel en assurance vie. On recommande de prendre date ne serait-ce qu'avec 100 €. C'est le ticket d'entrée pour ouvrir le produit. Et ensuite, l'assurance vie, c'est un peu un produit miracle. Enfin, c'est un super produit très polyvalent. C'est un couteau suisse parce que c'est le seul produit, à ma connaissance, qui permet à la fois d'investir en fonds euros à capital garanti par l'État, également en actions si on le souhaite, et également en immobilier si on le souhaite. C'est vraiment un produit fourre-tout, couteau suisse. Et là, vraiment, on peut faire son cocktail. Je reviens à ce que je disais au début. On peut faire son propre cocktail de barman. On peut faire sa recette et mettre une petite pincée de fonds euros pour la garantie, un soupçon d'action pour dynamiser à long terme et une grosse dose d'immobilier si on aime bien l'immobilier. Ou on peut mettre une grosse dose d'action si on veut boursicoter. On peut mettre, boursicoter, j'aime pas trop ce terme, mais si on veut investir en bourse, on peut mettre un peu moins en immobilier, beaucoup en fonds euros. Chacun peut se faire son propre cocktail. Donc en gestion libre, parce que l'assurance vie, on peut la souscrire en deux modes. Le mode gestion libre où on va se faire soi-même son cocktail, en mixant fonds euros, actions, immobilier. Vous verrez que sur les bonnes assurances vie, il y a des dizaines ou des centaines de fonds différents. Donc ça, c'est en gestion libre ou en gestion pilotée. En gestion pilotée, on va donner son profil client au gestionnaire. Le profil, ça peut être sécurisé ou équilibré ou dynamique. Et en fonction de son profil, là, le gestionnaire, il va vous faire votre propre cocktail avec plus ou moins d'actions, d'immobilier et de fonds euros. Si je comprends bien, la gestion libre, c'est pour ceux qui ont envie de mettre un petit peu le nez dedans, qui s'intéressent aux choses. Clairement, il faut avoir plaisir, il faut
il faut pas avoir peur de se renseigner, de s'informer, il faut avoir plaisir à le faire, quoi. C'est ça, faut un peu mettre les mains dans le cambouis. Alors c'est pour ça qu'on explique sur le site, il y a toute une rubrique assurance vie, d'une part pour comprendre ce qu'est l'assurance vie en termes de fiscalité, en termes de voilà quels produits on peut loger dedans, on peut loger du fonds euro garanti, des actions, de l'immobilier, etc. Et aussi pour comment choisir les bons fonds euros, comment choisir les bonnes unités de compte. L'unité de compte, c'est tout ce qui n'est pas un fonds euro. L'unité de compte, c'est finalement le fonds d'investissement actions ou fonds d'investissement immobilier pour investir dans autre chose que du fonds euro. Et ce qui est important de savoir sur l'assurance vie, c'est que, et vous insistez bien là-dessus sur le site, c'est qu'il y a des bonnes assurances vie et des moins bonnes assurances vie. Parce que tu dis que c'est un super placement, mais en vrai, ça peut aussi tourner au vinaigre parce qu'il y a des mauvais produits d'assurance vie. Voilà, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas comme le livret A ou comme le PEL, c'est pas un produit réglementé par l'État qui impose un rendement fixe, quelle que soit la banque. Non, c'est vraiment la jungle, c'est une vraie jungle et il faut prendre sa machette et vraiment défricher le terrain et aller chercher le meilleur produit parce qu'il y a des assurances vie qui auront beaucoup de frais sur versement et c'est le cas qui m'a mené typiquement sur le forum d'épargnants il y a environ 10 ans. J'allais signer une assurance vie avec 3 ou 4% de frais sur versement et ça aurait été un massacre. Alors qu'il y a des assurances vie, dans la foulée, j'ai souscrit une assurance vie à 0 frais sur versement. D'entrée de jeu, on va pas se mettre un handicap et partir avec un produit qui va vous prélever des centaines d'euros de frais pour rien, parce que typiquement c'est pour rien. Des frais sur versement, à la limite, ça pourrait se justifier si le produit offre un rendement vraiment supérieur ou une qualité de service vraiment supérieure, mais même pas, parce qu'on a des produits, des assurances vie avec des frais sur versement, mais avec des fonds euros qui sont moins intéressants, moins de rendement, ou avec des unités de compte qui sont des fonds d'investissement qui sont peu nombreux, peu qualitatifs, tous dans la même maison de gestion, alors qu'en comparant, on peut au contraire choisir une assurance vie sans frais sur versement, avec moins de frais de gestion, avec un fonds euro qui va rémunérer à plus de 2%, de 3% historiquement, donc 2 fois plus de rendement qu'une mauvaise assurance vie, en étant en plus sans frais sur versement, avec des unités de compte pour ceux qui veulent investir en bourse ou en immobilier, donc plus de choix d'investissement. Donc vraiment, il y a à boire et à manger, et typiquement, sur ce genre de produit, qu'est l'assurance vie, il faut vraiment comparer tous les frais, le choix des fonds et le rendement du fonds euro. Et c'est ce qu'on fait sur notre site. On a comparé les meilleures assurances vie. J'ai aussi 2 assurances vie pour exactement les raisons que tu décris, parce que j'avais ouvert une première assurance vie pour prendre date. Et effectivement, je me suis rendu compte longtemps après que j'avais des frais sur versement et que je pouvais trouver mieux ailleurs. Donc j'en ai ouvert une autre ailleurs. Et c'est vrai que... Bon réflexe. Parce qu'on peut posséder plusieurs assurances vie, ça aussi. Il y a beaucoup de mythes qu'on cherche à déconstruire sur notre site. On sert à ça aussi parce qu'on se rend compte que, c'est aussi pour ça qu'on a fait le site, on se rend compte que les Français, tout comme je l'étais il y a 10 ans, hein, les Français sont très mal conseillés ou sont très peu informés. Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup croient par exemple en matière d'assurance vie qu'on peut en ouvrir qu'une seule, ou alors ils confondent avec l'assurance décès, ils croient que c'est pour reverser l'argent en cas de décès, mais pas du tout. Ça verse des revenus, des intérêts au cours de votre vie. Et tous ces mythes-là, on les déconstruit. Si on reprend la feuille de route, là on en était à l'étape 3, à ouvrir une assurance vie. Je disais à l'étape 4, il y a la fourche. Enfin, c'est une fourche, c'est-à-dire on peut choisir soit d'aller vers la bourse, soit d'aller vers l'investissement immobilier, sachant qu'on peut aussi faire les deux. Et moi j'ai envie qu'on passe l'étape 4, parce on y reviendra plus tard, c'est le gros du sujet de l'investissement. Mais j'ai envie qu'on passe à l'étape 5. L'étape 5 chez vous, oui, je sais que tu rigoles, parce que tu sais ce qui se passe à l'étape 5. L'étape 5, c'est la défiscalisation. Ça y est, ouais. On a balancé le mot. Je rigole un peu parce que oui, ça fait partie des grosses idées reçues des Français. C'est souvent défiscaliser. On veut pas payer d'impôts. Personne n'aime payer les impôts finalement. Mais il y a un peu une obsession, un fantasme de la défisque. Et on explique sur le site, vous estimez payer trop d'impôts, découvrez toutes les solutions pour défiscaliser. Donc on les présente effectivement parce ça existe, on veut en parler, mais méfiez-vous des pièges parce que c'est pas si rose que ça. Il faut vraiment faire attention. Et avant de penser à défiscaliser, ce qu'il faut penser, c'est gagner de l'argent et investir en bourse, en immobilier. D'ailleurs, on peut faire, excusez-moi, je rebondis dessus, mais juste une aparté 30 secondes. C'est même recommandé d'investir en même temps en immobilier, parce que l'investissement immobilier se fait par le crédit, par l'emprunt. Donc, d'une part, on optimise, on exploite
sa capacité d'emprunt avec l'immobilier, et d'autre part, on va actionner le levier de la capacité d'épargne pour investir en bourse, en assurance vie. Donc il y a vraiment les deux choses. En même temps, il faudrait idéalement investir à la fois en immobilier avec la capacité d'emprunt et investir en finance, en bourse, en assurance vie, etc. avec la capacité d'épargne. Mais les Français, souvent, avant toute chose, ils pensent à défiscaliser, mais on explique que faut vraiment réfléchir. Est-ce que mon profil rend la défiscalisation intéressante? Et si oui, quelle défiscalisation choisir? En fait, ce que tu veux dire, parce que moi, j'ai besoin de comprendre, et je pense que les auditeurs aussi, pourquoi est-ce que tu conseilles d'investir avant de défiscaliser? Alors, on peut aussi investir en défiscalisant, les gens vont dire, mais pourquoi est-ce que ça te semble pas logique de commencer par la défiscalisation? Il y a des dispositifs, on va en parler après, je voudrais qu'on fasse la lumière sur certains dispositifs, mais pourquoi en dernier? Alors là, j'ai peur de faire une conférence qui dure 1 heure, mais comment dire de façon synthétique? Bien souvent, le risque de vouloir défiscaliser, c'est de se lancer dans des opérations qui finalement ne sont pas rentables. Alors certes, vous allez avoir une illusion de rentabilité parce que en one shot, vous allez défiscaliser 2, 3 000, 4 000 euros, 5 000 et 10 000 euros d'impôt sur le revenu pour l'année en one shot. Mais à long terme, ce sera vraiment pas forcément plus rentable qu'une autre opération d'investissement. Justement, sur le site, vous présentez 16 dispositifs de défiscalisation. Ouais. Déjà, rien que le fait de les répertorier en un seul article, pour moi, c'était une information que j'avais pas. Il y en avait plein que je connaissais pas. Et en plus, vous les classez des dispositifs les plus efficaces aux moins efficaces. Et il y en a certains sur lesquels j'avais envie de faire la lumière. D'ailleurs, j'étais pas toujours d'accord, mais on en reparlera. Mais petite question à laquelle tu peux répondre finalement assez rapidement. Est-ce que vous avez, toi et Ludovic, eu l'occasion de tous les tester? On a testé une bonne partie, alors pas tous. Il y a des produits qu'on a creusés et après aussi on a aussi notre communauté d'investisseurs en discutant pendant 10 ans avec toute la communauté. On a eu beaucoup de retours pratiques d'investisseurs et donc on connaît les produits. Parmi les dispositifs les plus efficaces que vous citez, on retrouve évidemment l'assurance vie, mais ça on en a déjà beaucoup parlé. Et il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est le PE et le PERCO. Alors, il m'intéresse alors que je ne suis pas salariée et j'ai jamais bénéficié d'un PE PERCO. Déjà, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est qu'un PE PERCO? C'est pas la même chose, mais souvent ils sont proposés ensemble. Et c'est vrai que c'est des produits qui sont méconnus et sous-utilisés par les Français, et notamment les Français qui sont salariés, parce que c'est des produits qui sont des produits proposés par l'employeur. C'est ça. Alors, malheureusement, tout le monde ne peut pas accéder au PE et au PERCO. Par exemple, les fonctionnaires ne pourront pas, ou les artisans, les professions libérales ne pourront pas, mais eux auront le choix du Madelin. Le PE et le PERCO sont réservés à des salariés qui ont leur société qui propose ces dispositifs à leurs salariés. Le gros avantage du PE, et c'est un super produit à optimiser, c'est l'abondement de la société. Si vous travaillez dans une société généreuse, vous pouvez avoir des abondements qui sont de 100 ou 200% de la somme versée. C'est-à-dire que vous allez verser 1 000 euros et la société va abonder de 1 000 ou 2 000 ou plus la somme versée. Donc c'est un super bon plan à optimiser, ça, le PE. D'ailleurs, il faut le savoir parce que en fait, c'est un petit peu vicieux cette histoire, parce que on va dire que l'employeur, quand il a des dispositions favorables sur son PE, mettons un abondement on va prendre 200% par exemple. Donc vous versez 1 000, l'employeur verse 2 000. Gratuit cadeau comme ça. Mais on n'est pas souvent informé en fait. On n'est pas souvent informé en tant qu'employé parce que en vrai, on comprend assez bien qu'il y a un désalignement d'intérêts et que c'est pas non plus forcément dans l'intérêt de l'employeur que tous 100% de ses salariés versent les sommes maximum, parce que vous comprenez bien que du coup, en tant qu'employeur, il doit abonder au maximum, donc sortir de la trésorerie. Et c'est pas une légende. Les courtiers et les intermédiaires le disent souvent. Les entreprises font pas souvent vraiment une publicité hyper ouverte et hyper transparente sur ce sujet-là.
Ouais, les entreprises ne poussent pas forcément l'info. Il faut souvent aller tirer l'information ou avoir des collègues qui sont avisés et qui donnent le bro tip, qui vont vous dire bah tiens, est-ce que tu as pensé à verser sur le PE avant la fin de l'année là parce qu'on va récupérer 100 ou 200% d'abondement. Donc oui, effectivement, c'est un peu dommage, mais il faut souvent être très avisé et se renseigner parce que les RH vont pas pousser l'information et il faut quand même avoir une démarche assez proactive pour être au courant de ça. Parmi les solutions, alors là que vous qualifiez de parfois efficaces, on retrouve l'investissement en PME. Alors l'investissement en PME, ça donne droit à une réduction d'impôt de 18% du montant investi dans la PME. Moi, c'est un dispositif que je connais bien parce que j'en ai bénéficié. J'ai moi-même investi dans des PME et quand j'avais créé ma première société, j'avais des business angels qui avaient investi dans ma société et qui en avaient bénéficié. J'étais assez étonnée que vous le mettiez en solution parfois efficace parce que pour moi, c'est un dispositif hyper risqué. En gros, il faut que les gens comprennent, le risque de perte, il est intégral. Ah oui, le risque de perte est réel, quoi. Par exemple, on investit 10 000 euros dans une PME, on va en déduire 1 800 euros de ses impôts. C'est ça. Mais si la PME se casse la gueule, ces 10 000 euros, non seulement on perd la totalité des 10 000 euros, mais en plus, c'est vrai que, alors on parlait de liquidité tout à l'heure, mais ces 10 000 euros, moi, je peux pas les récupérer quand je veux. C'est-à-dire que je suis obligée de revendre mes parts, et de trouver un racheteur, surtout pour ces parts-là. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients dans ce dispositif. Évidemment, risque élevé dit potentiel de gain élevé, parce qu'évidemment, quand on investit dans une PME ou dans une start-up, comme c'était mon cas, ça peut faire x2, x3, x10. Mais du coup, par rapport au niveau de risque, c'était juste une remarque comme ça m'a vachement étonnée en fait que vous le classiez dans les parfois efficaces. C'est vrai qu'on a hésité entre parfois efficace ou plus discutable. On l'a laissé en parfois efficace, mais on pourrait, tu as vu juste, c'est pas faux. C'est vrai que le risque est assez élevé et ça pourrait basculer en plus discutable. Parce que là, on est typiquement dans ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu disais mais pourquoi autant de holà sur l'investissement défiscalisant. Mais c'est typiquement ce genre de réponse à vouloir économiser 18% d'impôts. Le risque, c'est qu'on fasse une moins-value et qu'on perde tout. Donc c'est pour ça qu'on dit attention à la défiscalisation, ne vous laissez pas aveugler par la carotte fiscale. S'il y a 18% de défisc, c'est pas pour rien. L'État donne ça parce que l'État nous encourage à investir dans un secteur de l'économie qui est assez fragile, mais en même temps il y a besoin d'investir dans des PMU. Il faut le faire. Mais l'État nous encourage à faire ça parce qu'il y a en contrepartie un risque élevé, mais il faut le faire. Autre investissement que j'étais, on va dire, déçue de voir dans cette catégorie, mais pour une autre raison, c'est le Girardin. Alors moi, j'ai pas investi en Girardin. D'ailleurs, tu vas nous rappeler ce que c'est, mais j'ai des amis, du coup, ils vont bientôt plus être anonymes, mais tous mes amis, enfin, une partie de mes amis freelance du collectif pour lequel je travaille, qui ont investi en Girardin, et je t'avoue qu'ils ne tarissent pas d'éloges sur cet investissement. Et du coup, alors déjà, est-ce que tu peux brièvement nous rappeler ce que c'est pour les novices, et puis du coup, pourquoi vous l'avez évidemment, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous l'avez si mal noté. Alors en fait, la loi Girardin, il y a deux catégories de Girardin. Il y a le Girardin social et l'autre volet, c'est le Girardin industriel. Le plus connu, c'est le Girardin industriel qui consiste à investir dans les dom-toms une certaine somme. Alors chacun voit en fonction de son budget, hein, mais admettons 10 000 euros. On va investir 10 000 euros et l'État va nous permettre de réduire notre impôt de 11 000 euros l'année suivante. Si j'ai investi en 2019 10 000 euros en Girardin industriel, l'année suivante, l'État me fera une réduction d'impôt de 11 000 euros. Donc c'est vraiment merveilleux, c'est presque incroyable, parce que directement on gagne 10%. Là où le bas blesse, c'est que c'est finalement très risqué, parce qu'il y a eu beaucoup de déçus, parce que si l'investissement Girardin tourne mal, c'est-à-dire si l'argent, les 10 000 euros qui sont partis dans les dom-toms, n'ont pas été utilisés pour faire ce qui était prévu pour le projet. Ça peut être par exemple investir dans du matériel pour un exploitant agricole qui a besoin de 10 000 euros. Si le projet ne s'est pas passé comme prévu, dans les 5 ans suivant l'investissement, l'État peut récupérer le pognon. Donc vous avez perdu 10 000 euros.
Donc d'un côté, vous êtes content, vous avez gagné 1 000 euros d'impôts, 1 000 euros il y a quelques années, grâce à l'investissement, mais quelques années plus tard, vous risquez d'avoir le retour de bâton et de vous prendre une grosse moins-value qui était surprise. En fait, ce que tu veux dire, c'est que l'État ne garantit pas le risque. Et l'État fait porter le risque à l'investisseur, quoi, intégralement, si je comprends bien. C'est ça, mais c'est un peu le principe de toute la défisc. Tout le business de la défiscalisation en France repose sur ce principe. L'État ne veut pas investir dans certains secteurs qu'il juge trop risqués ou pas rentables. Il veut encourager les épargnants français sur leur propre denier à investir dedans. Par exemple, pour le cinéma d'auteur, ce sont les Sofica. Pour les investissements en PME, on en a parlé, c'est la réduction d'impôt de 18% dans les investissements PME. On peut même parler des dons. Si vous faites un don à Emmaüs ou la SPA ou autre, vous pouvez défiscaliser, ça dépend, 66% ou 75%, parce que c'est plus rentable pour l'État de payer le particulier à défiscaliser plutôt que d'investir soi-même là-dedans. Bah, c'est pareil pour la loi Girardin ou même pour le Pinel. Hein. C'est pareil pour d'autres dispositifs. L'État un peu, il délègue cette fonction d'investissement à des investisseurs privés qui vont supporter le risque, qui vont du coup avoir une carotte fiscale, mais qui courent un risque de moins-value 9 ans après pour le Pinel, ou quelques années après pour les Sofica, ou pour l'investissement en PME, ou pour le Girardin. Et dans le cadre du Girardin, tes amis ne tarissent pas d'éloges sur le Girardin, parce que peut-être qu'ils sont passés par un bon intermédiaire, et j'en parle sur le site aussi, un intermédiaire qui propose la garantie G3F, une garantie de bonne fin financière et fiscale pour éviter de se prendre un retour de bâton quelques années après. C'est exactement ça. J'allais justement le préciser. Ouais, je sais qu'ils m'ont dit effectivement qu'ils avaient souscrit à cette garantie. Donc bon, bah, du coup, puisque tu parles de Pinel, on va parler de Pinel. Bonne transition. Toi, le Pinel ou son petit copain de Normandie. Tu les classes, vous les classez avec Ludovic dans la dernière catégorie des investissements plus discutables. Et globalement, c'est tout dans une catégorie qui est la défiscalisation immobilière, où on retrouve le Pinel. Alors Pinel, pour ceux qui connaissent pas du tout ce dispositif, ça consiste à acheter un bien dans le neuf, qu'on loue, qu'on s'engage, qu'on est obligé de louer à des loyers modérés qui sont encadrés par l'État et qui nous ouvrent le droit à une défiscalisation. C'est ça. Et le dispositif de Normandie, dont globalement, on n'en parlera pas. Hein. Là, on n'en parlera pas après, mais de Normandie, c'est la même chose, mais quand on achète dans l'ancien, si je crois quand on veut faire un gros travail de rénovation. C'est ça, grosso modo. Et tous les deux portent le nom de ministre. Et malheureusement, pour Monsieur de Normandie, son dispositif est bien moins connu que le dispositif de Madame Pinel. Du coup, évidemment, ma question, c'est alors, Pinel, moi qui suis trentenaire, je t'avoue que entre toutes les pubs que je reçois, les contenus sponsorisés, tous mes amis qui m'en parlent, honnêtement, c'est le placement préféré des jeunes actifs. Parce que quand t'es jeune actif, en plus, t'as vraiment ce problème, surtout quand t'as pas d'enfants, c'est que tu payes le max, quoi. T'es seul ou t'es à deux, donc t'as pas la part des enfants, tu gagnes bien ta vie et donc tu payes un max d'impôts. Donc en plus, t'es vraiment dans le miroir aux alouettes de la défiscalisation, c'est que tu ne penses qu'à ça, quoi. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, et les auditeurs seront aussi curieux d'avoir la réponse. C'est pourquoi est-ce que vous l'avez mis un investissement plus discutable? Pourquoi tant de haine? Pourquoi on l'a classé là? Bon, on va faire une simulation, si tu veux bien, mais grosso modo, le Pinel, il faut faire très attention. 95% du temps, ce sera un achat qui sera surévalué et on achète au prix fort, à un prix du mètre carré très élevé. On achète au prix fort un bien qui aura un revenu qui est capé, c'est-à-dire qui est plafonné. Par exemple, pour le secteur A-bis à Paris, c'est 17 € le mètre carré. Et 17 € le mètre carré, c'est ridicule. À Paris, on loue à 30 € le mètre carré. Si on a compris comment on calcule le rendement, non seulement le prix, il est vachement élevé parce que c'est du neuf, et en plus, le loyer,
il est bas. Et en plus, donc ça c'est pour calculer le rendement, revenu divisé par prix, on comprend que le rendement va être faible. Et en plus, le retour du bâton, c'est que pour calculer, et ça c'est toute la différence entre le rendement et la rentabilité, pour calculer la rentabilité, on va intégrer la plus ou moins value. Et avec le Pinel, vu qu'on a acheté au prix du neuf, à l'instant T, il faut bien comprendre que à T plus 9 ou à T plus 12 ou plus tard, on va revendre au prix de l'ancien. On a acheté au prix du neuf, au prix fort, mais on va revendre au prix marché, au prix de l'ancien. Donc bien souvent, on va vendre à un prix qui sera décevant, et c'est là que le bas blesse aussi généralement. Et c'est ça qui grève beaucoup la rentabilité. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Ce qu'ils voient, c'est la vision court terme de la défisque. Les 12% qui vont, 12, 18 ou 21%, ça dépend de l'engagement de location. Mais ce qu'ils voient à court terme, c'est ça, la petite carotte fiscale. Mais ils risquent d'avoir un retour de bâton dans quelques années quand ils vendront avec tout le programme immobilier, s'ils ont acheté du clé en main dans un programme immobilier où il y a des dizaines d'appartements qui vont se vendre en même temps. Et là, ça va faire mal par rapport aux biens dans l'ancien qui ont été achetés bien moins cher du mètre carré, qui vont se revendre au prix normal du mètre carré. C'est là qu'on dit attention à l'investissement immobilier, tout n'est pas acheté, tout n'est pas à jeter, mais il faut savoir bien comparer. Et pour le Pinel, attention. Moi, j'avoue que je suis convaincue par ce sujet parce que c'est un sujet que j'ai travaillé par ailleurs, mais j'ai eu souvent cette discussion avec des amis, et notamment qui avaient fait des Pinel et qui étaient loin d'être convaincus que c'était pas intéressant pour eux. Alors, il y a une différence entre c'est pas intéressant et quitte à faire de l'investissement immobilier, il y a plus intéressant. C'est ça. Des fois, on est dans c'est carrément pas intéressant. Et des fois, on est dans, en vrai, quitte à acheter de la pierre, avec les mêmes contraintes de trouver des locataires, les problématiques de vacances, les chaudières à remplacer, etc. Quitte à se mettre dans ces problèmes-là, autant acheter sous d'autres formats qui peuvent avoir une rentabilité plus importante. Alors justement sur le Pinel, on va un peu dévoiler l'envers du décor aux auditeurs. Il se trouve on voulait pas rester sur des considérations de principe, toi et moi, donc du coup on a préparé un comparatif. On a mis longtemps à faire ce comparatif, mais du coup on va vraiment vous faire une synthèse, parce que voilà, comparer deux situations d'investissement immobilier, et tu me diras pas le contraire Nicolas, c'est beaucoup de critères, c'est beaucoup de chiffres, donc évidemment c'est impossible de tout retranscrire à l'oral. Et on pourrait y passer 1 heure. Exactement. Donc on va éviter de vous barber avec nos chiffres, mais par contre on les rendra disponibles sur le site, sur budgetchéri.com pour tous ceux que ça intéresse. Alors on est parti sur une comparaison en investissement Pinel et sur une comparaison en investissement meublé avec un statut loueur meublé non professionnel. Je rentre pas dans le détail de ce statut. On investit à Paris, 300 000 € dans les deux cas. Dans le Pinel, on va investir dans du neuf, donc on va acheter à 12 000 € du mètre carré, ce qui fait qu'on aura un petit 25 mètres carrés avec nos 300 000 €. Alors que dans l'ancien, on va investir à 10 000 € du mètre carré, ce qui est à peu près le prix à Paris, ce qui nous permettra déjà d'avoir 5 mètres carrés de plus, un joli 30 mètres carrés dans notre ancien qu'on louera en meublé. Évidemment, les frais de notaire sont pas exactement les mêmes en ancien dans le neuf. Donc, ce qui fait que notre emprunt total à la banque pour du Pinel est de 309 000 €, alors que en meublé, il sera de 321, ce qui est un petit peu plus élevé. En revanche, les loyers, eux, sont pas du tout les mêmes. Rappelez-vous, en Pinel, on est en loyer plafonné à Paris, 17,17 € du mètre carré. Donc, en Pinel, on va louer à 430. Et on a pris comme hypothèse qu'on allait louer notre petit meublé à 750 €, ce qui, d'ailleurs, t'es d'accord avec moi, Nicolas, est plutôt raisonnable comme hypothèse. Ouais, c'est plutôt sympa parce qu'on voit des annonces même à 900 € pour cette surface. Ouais. Mais on prend une hypothèse gentille, conservatrice. Exactement. Du coup, dans les deux cas, donc on a emprunté 309 000 €, 321 000 €. On va y partir sur une hypothèse d'emprunt à 20 ans. On est grosso modo sur une échéance de 1 500 €. Tous les chiffres précis, encore une fois, ils seront sur Internet. On a des mensualités qui vont être de 1 500 € d'une part, de 1 600 € d'une autre part. Ce qui fait que dans les deux cas, je précise, on va devoir sortir de l'argent de notre poche. Parce que dans les deux cas, notre mensualité de crédit, elle est plus élevée que nos loyers. Mais dans le cas du Pinel, je dois sortir environ 1 100 € par mois.
Alors que dans le cas du meublé, je ne sors que 865 € par mois. Donc déjà, il y a une petite différence. Et il y a une différence sur un mois, mais imaginez sur du long terme. Et justement, là, pour la suite de notre raisonnement, on a imaginé quoi? Qu'on revendait à combien d'années? À 9 ans. Oh, ok. On a imaginé qu'on revendait à 9 ans nos 2 appartements. Et là, on va vraiment simplifier les calculs pour vous. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe au bout de 9 ans? Dans l'hypothèse du Pinel, je revends mon appartement qui était neuf quand je l'ai acheté, mais je le revends ancien. Donc, je le revends pas à 12 000 € du mètre carré. Je le revends à 10 000 € du mètre carré, comme mon ancien meublé. Donc, les deux, je vais les revendre à 10 000 € du mètre carré. Ce qui fait que comme j'avais 25 avec le Pinel, je le vends 250 000, alors que dans l'ancien, je le vends 300 000. Donc déjà, vous voyez, on les a pas revendus pareil, nos 2 appartes. 250 000 le Pinel, 300 000 le meublé. Je vais directement aller quasiment à nos conclusions finales. Une fois que j'ai revendu mon appart, qu'est-ce qui va se passer? Comment je calcule, en fait, combien j'ai gagné à la fin? Je prends le prix que je l'ai revendu. J'enlève tout ce que j'ai dû sortir pendant 9 ans. Vous vous rappelez, je vous ai dit 1 100 € par mois pour le Pinel, 865 € par mois pour le meublé. Ça fait des grosses sommes dans les 2 cas. Donc, je prends le fruit de ma vente, j'enlève l'effort de trésorerie. Voilà, exactement. L'effort de trésorerie que j'ai dû faire pendant ces 9 ans. J'enlève les impôts que j'ai dû payer pendant ces 9 ans. Alors, ils sont pas exactement pareils. Mais encore une fois, je vous renvoie au tableau pour les détails de combien j'ai payé en Pinel en impôts, combien j'ai payé en loi en meublé. Et je rajoute, dans le cas du Pinel, je rajoute le gain que j'ai eu en défiscalisant. Évidemment que je n'ai pas eu en loi en meublé, dans l'ancien. Tout ça cumulé, blablabla, je fais mes petits calculs, encore une fois, vous les retrouverez sur Internet. Et tu peux peut-être justement dire, toi, ce qu'on a trouvé à la fin. Qu'est-ce qu'on a trouvé Alors, le résultat, il est terrible. Ouais. Contre toute attente. Non, moi, je m'y attendais. Le Pinel, on est négatif de 15 000 €. Ouais. C'est-à-dire qu'on a perdu 15 000 € finalement en 9 ans. Okay. Entre les efforts de trésorerie tous les mois et ce qu'on récupère à la fin. 15 000 € perdus. Et dans l'ancien, on a gagné 15 000 €. Mais attention, tout ceci est très fragile parce qu'on a pris des hypothèses conservatrices et plutôt... Et on a très vulgarisé, c'est-à-dire qu'on dans le cash flow négatif, on n'a pas compté tous les frais d'entretien, les vacances locatives, les taxes foncières que vous allez payer tous les ans. Mais qui seront les mêmes quasiment dans les 2 cas. Voilà, on a négligé dans la comparaison parce que dans les 2 cas, ce seront les mêmes charges. Mais il faut aussi tenir compte de tous ces frais et finalement, on serait pas à moins 15 000, mais plutôt à moins 30 000 pour le Pinel et on serait pas à plus 15 000, mais plutôt à 0 pour l'ancien. Donc c'est vraiment un fiasco. C'est pas une bonne idée cet investissement. Du coup, effectivement, alors nous on a voulu faire cette comparaison pour parce qu'il y a un tel attachement quasiment émotionnel au Pinel qu'on voulait vraiment vous montrer avec des chiffres que c'était pas forcément le coup gagnant. Évidemment, Nicolas vient de le dire, toutes les situations sont différentes. Il faut que vous fassiez ce travail avec les chiffres. Peut-être que dans votre cas, vous avez souscrit un super Pinel ou j'en sais rien. Peut-être que votre situation est différente. Mais en tout cas, ne vous laissez pas aveugler par le discours d'un conseiller. Parce que c'est dans son intérêt, en fait. D'ailleurs, toi, tu connais mieux le sujet que moi. C'est clairement, s'il y a bien un grand gagnant dans l'histoire du Pinel, c'est bien les intermédiaires, quoi. Oui, j'aimerais pas trop le dire, je vais me faire des ennemis, mais oui, clairement, les commissions sont vraiment élevées quand on vend du Pinel. C'est de l'ordre de 5 ou 6%. Donc, si vous achetez un bien Pinel à 300 000 €, le vendeur va gagner à peu près 15 000 ou 18 000 €. Donc, ça peut inciter à vendre quelque chose. Tandis que l'ancien, le conseiller bancaire, il vend pas d'immobilier ancien ou le conseiller en gestion de patrimoine. Alors, c'est vrai qu'on vient un peu de tailler un costume à la défiscalisation immobilière, mais du coup, c'est intéressant parce que j'avais envie on va probablement finir l'épisode sur un sujet qui est l'investissement immobilier que moi j'ai appelé alternatif, parce qu'en fait, on connaît assez bien l'investissement immobilier dans la pierre. Et encore une fois, il y aura un épisode sur ce sujet plus tard, en 2020. Mais sur Avenue des investisseurs, sur ton site, moi j'ai découvert des choses que je connaissais pas.
qui sont les autres types d'investissements immobiliers. Et il y en a deux, on va en parler brièvement parce que clairement, on va aussi renvoyer les gens à ton site. Faut un peu qu'ils y aillent et qu'ils se documentent. On va pas tout dire non plus. Mais il y a deux dispositifs que moi j'ai quasiment complètement découvert. Je t'expliquerai. Le premier, c'est la SCPI. Alors, avant de parler du deuxième, peut-être qu'on peut s'arrêter sur ce dispositif en quelques mots. Alors, la SCPI, c'est la Société Civile en Placement Immobilier. Alors, ça existe depuis une vingtaine d'années, ce dispositif, ce produit, et c'est encore assez méconnu. Quand j'en parle autour de moi, tu n'es pas la seule. On estime qu'il y a 10 ou 15% seulement des Français qui connaissent ça. Alors, pourtant, ça existe depuis 20 ans et c'est de plus en plus répandu. Qu'est-ce que la SCPI? Alors, pour ceux qui connaissent la SCI, une SCPI, c'est une super SCI où des gestionnaires ont acheté un parc immobilier, ça peut être plusieurs immeubles d'habitation, ou plus couramment, ce sont plusieurs bâtiments de bureaux. Ça peut être des bureaux ou plusieurs commerces. Donc, faut imaginer des parcs immobiliers énormes qui peuvent peser plusieurs milliards d'euros, des dizaines de milliers de mètres carrés loués. Et donc, vous, en achetant des parts de SCPI, vous allez devenir propriétaire associé de la SCPI. Et ce qui est intéressant avec la SCPI, c'est que vous n'allez rien faire du tout, à part le versement, l'investissement à proprement parler. Et c'est assez laborieux d'investir entre nous, c'est un peu de paperasse. Mais une fois passé ce stade de la paperasse, de l'ouverture de la SCPI, vous n'avez plus rien à faire parce que il y a une équipe de gestionnaires du parc immobilier qui va gérer pour vous les achats d'immeubles, les achats-reventes même, qui va gérer aussi la mise en location, et ça peut être de la mise en location de locataires, des grandes entreprises qui peuvent louer, ou même des petites entreprises qui louent des appartements ou des bureaux ou des commerces. Et tout est géré de A à Z par cette équipe de gestion, jusqu'à même la fiscalité, ce qui vous aide ensuite à faire les déclarations fiscales. Et tous les trimestres, vous allez recevoir, alors c'est pas tous les mois, c'est tous les trimestres généralement, vous allez recevoir votre loyer versé par la SCPI. Donc, vous investissez simplement, sans avoir besoin d'aller chercher et dénicher vous-même le meilleur appartement, le meilleur truc. Non, vous trouvez juste une bonne SCPI, vous investissez dedans et tous les 3 mois, vous allez percevoir vos loyers sans effort de gestion. Parce qu'en fait, si je comprends bien, donc en fait, c'est ce qu'on appelle, tu le dis bien dans le site, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. En fait, on détient des titres. Ce sont des parts de propriété, en fait. Ce sont ni des titres ni des actions. C'est pas du tout des actions, c'est vraiment des titres de propriété. Alors moi-même, j'ai investi 100 000 euros en empruntant, parce qu'on peut investir en SCPI en empruntant. Ça c'est génial parce que contrairement à plein de types d'investissements, par exemple, on peut pas emprunter 100 000 euros à sa banque pour les mettre en assurance vie. Non. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé génial avec les SCPI, c'est qu'on peut emprunter 100 000 euros à sa banque pour les investir en SCPI. C'est ça. Et ça, c'est fou. Comme si on empruntait pour acheter simplement un appartement, sauf que là, on emprunte pour acheter un parc immobilier. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 SCPI en tout pour 100 000 euros, et je sais que je possède, alors j'ai les photos des immeubles, je sais que je possède quelques centimètres carrés, parce que 100 000 euros, vu la taille du parc, c'est pas grand-chose, mais j'ai quelques centimètres carrés d'un immeuble 18 rue de Rivoli, j'ai quelques centimètres carrés de tel immeuble là-bas, j'ai les photos, etc. Pas mal. Ok, donc ouais, en tout cas, vraiment, il y a pas mal d'infos sur votre site. Moi, j'ai été très curieuse de ce sujet-là, donc je vous invite tous à aller voir si on a réussi à susciter votre curiosité. Et le rendement, il est à peu près de l'ordre de 4, 5, 6%. Ça dépend de la SCPI. Il y a une centaine de SCPI différentes sur lesquelles on peut investir. Et nous, on explique dans l'article comment choisir les SCPI, sur quels critères et par quel intermédiaire. Chez qui on frappe à la porte de chez qui pour souscrire des SCPI. Voilà. Et on peut l'acheter par crédit ou sans crédit. On peut acheter en pleine propriété ou démembré. Bon, là, on va un peu plus loin, mais voilà. N'allons pas trop loin, Nicolas. Mais par contre, c'est passé vite là-dessus, mais tu dis 4, 5, 6%. C'est énorme parce que, alors, je sais pas si vous avez retenu les chiffres, ou d'ailleurs, je sais plus si on les a mentionnés, mais dans notre comparatif Pinel de tout à l'heure. On était à 2% à peu près. Ouais, on était sur des hypothèses de base, dans les deux cas d'ailleurs. Dans les deux cas, que ce soit en Pinel ou en louer meublé à Paris, on était sur un peu moins de 2% pour l'un, un peu plus de 2% pour l'autre. Et là, on parle de rendement 4, 5, 6, donc 2 à 3 fois supérieur, sans les problèmes de travaux, gestion, vacances de locataires, etc., quoi.
Oui. Et là, la moyenne du marché était de mémoire de 4,77%, je crois, de mémoire en 2018, et c'est ça se regroupe entre 4 et 6%. Mais c'est du brut, hein, attention, on parle toujours en brut. Comme l'immobilier classique, il faut le déclarer après. Ce qu'on a calculé aussi, Oui. la comparaison avec le Pinel, etc., les 2%. C'était en brut aussi. Malheureusement, c'était aussi du brut. Et un dernier sujet sur l'investissement immobilier alternatif, c'est le crowdfunding immobilier. Ce n'est pas un gros mot. D'ailleurs, c'est assez fou parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille chez le leader du crowdfunding immobilier en France. Et avant que je lise l'article sur Avenue des investisseurs, j'avoue que j'avais pas eu la curiosité de creuser le sujet. Et en fait, c'est ton approche qui, peut-être le contexte aussi, parce que je cherchais de l'information, mais qui m'a vraiment fait m'intéresser au sujet. Alors, vraiment, explique-nous déjà ce que c'est que le crowdfunding immobilier rapidement. Alors, le crowdfunding, ce n'est pas un gros mot. Ça veut dire, pour les anglophones, c'est le financement par la foule. C'est le financement participatif. C'est une communauté d'investisseurs qui va se réunir pour investir en commun dans un projet. Et là, en l'occurrence, on parle de crowdfunding immobilier, parce que c'est de la pierre papier, mais il y a du crowdfunding dans d'autres domaines, dans plein de domaines différents, dans la musique, dans les énergies renouvelables, etc. Mais là, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est l'immobilier. Et via le crowdfunding, donc, l'investisseur passe par une plateforme. Alors, c'est Omnity qui est le leader en France pour ce qui est du crowdfunding immobilier. On passe par cette plateforme internet et on a à disposition plusieurs projets. Alors vous verrez, c'est des projets de promoteurs immobiliers qui cherchent des prêteurs, des promoteurs immobiliers qui cherchent des prêteurs, des épargnants particuliers comme vous et moi, pour financer la construction ou la rénovation de programmes immobiliers qui peuvent se trouver à Paris, à Lyon, à Courchevel, à Nîmes. Et du coup, tous les épargnants peuvent choisir d'investir sur telle ou telle opération selon son goût. Il faut préciser que alors ces promoteurs déjà ils sont sélectionnés par la plateforme en question. Je le sais que là et puis vous le dites bien dans l'article, mais je le sais que il y a une vraie sélection. Et de deux, ce que les promoteurs sollicitent comme financement, c'est un complément de financement parce que ils demandent pas aux épargnants de financer 100% de leur projet immobilier. Voilà, on appelle ça on complète les fonds propres du promoteur immobilier. Alors souvent le promoteur il va faire son opération avec ses fonds propres plus les fonds par emprunt bancaire, la voie classique, plus il complète en dernière tranche par vos fonds, par les fonds de l'épargnant lambda. Et alors, en plus sur cette plateforme, j'y suis allée, on retrouve de tout globalement, mais des projets de promotion immobilière comme on peut en trouver partout. Certains d'ailleurs sont plus ou moins déjà prévendus, c'est-à-dire que le promoteur vient nous solliciter alors qu'il a déjà vendu, je sais pas, 60, 70%, 80% des lots de son futur immeuble. Et du coup, alors en termes d'investissement, c'est quoi, comment ça marche? Combien on investit? Combien on gagne? Notre argent, il est placé, il est bloqué, il est disponible. Comment ça se passe? C'est vrai que c'est intéressant comme indicateur que tu cites là. C'est rassurant pour l'épargnant de savoir qu'il va financer une opération qui est déjà presque vendu à 100%, quoi. Il y a des programmes qui sont déjà vendus à 70-80%. Le promoteur a déjà trouvé ses clients, donc c'est rassurant. On se dit que le promoteur a le pognon et pourra nous verser les intérêts. C'est un critère important, ça, oui. Et donc on peut, avec le crowdfunding, c'est ça qui est intéressant, on peut investir très facilement à partir de 1000 euros. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un appartement, il faut au moins 100 000 euros pour un appartement. Le crowdfunding est accessible aux bourses moins remplies, si je peux dire, au petit budget. Dès 1000 euros, on peut choisir un projet et investir dessus. Et les rendements sont attractifs puisqu'on parle de 9-10% brut en moyenne. C'est des gros rendements. Si j'ai bien suivi, tu m'as dit depuis le début. Plus le rendement est élevé, plus le risque est important. Alors, il est où le risque? Alors oui, il y a un risque parce que le rendement est élevé. Mais il y a un risque, et le risque est le risque de défaut de paiement. Parce que vous prêtez un promoteur immobilier pour qu'il vous rembourse généralement c'est 18 mois. Vous attendez les intérêts de 10% dans 18 mois. Donc l'argent il est bloqué pendant 18 mois. L'argent est bloqué. Oui, l'argent est bloqué.
Donc c'est ce qu'on appelle une faible liquidité, c'est pour ça, hein. C'est un haut rendement, mais en contrepartie, il y a une faible liquidité et il y a un risque. Donc là, il y a faible liquidité, puisque l'argent, on le récupère que 18 mois, si tout va bien, 18 mois après, si l'opération est terminée. Et le risque, c'est le risque de défaut de paiement du promoteur. Si le promoteur, finalement, il n'arrive pas à vendre tous ses appartements, par exemple, ou si le chantier se déroule mal, il ne pourra pas rembourser tous les épargnants, et c'est ça le risque à courir. Alors jusqu'à présent, je vais rassurer quand même, les statistiques sont très bonnes jusqu'à présent. La plateforme Unity, ils ont déclaré 0 défaut de paiement ces dernières années. Sur plusieurs centaines de projets, je crois que c'est plusieurs centaines de projets, je l'ai écrit dans l'article, je n'ai plus en tête. Alors moi, j'ai plutôt en tête plusieurs dizaines, mais toi, entre Oui, 50 et 100, quelque chose comme ça, ce oui. qui est déjà énorme, hein. Il y a déjà une bonne base. Maintenant, c'est comme un appartement, ou enfin c'est comme l'immobilier lambda, hein. Le risque est le même au risque un krach immobilier. Et en cas de krach immobilier, l'appartement et la valeur va baisser, et c'est pareil pour les CPI, hein. On n'a pas parlé du risque SCPI, mais en cas de krach immobilier, on risque une moins-value. Et c'est pareil pour le crowdfunding. En cas de krach immobilier, on risque un défaut de paiement. Et par contre, là, tu dis 9-10%, c'est quoi? C'est garanti? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de défaut de Alors oui, paiement, je sais que je vais toucher 10% ou ça peut se retrouver en 3%? non, c'est signé, c'est un contrat signé, c'est ferme. C'est un contrat ferme, c'est signé par projet. Vous savez à l'avance le projet, quel type de bâtiment, quelle localité, quel rendement, pour combien de durée. Généralement, c'est 18 mois. Et oui, c'est ferme, 10%. Et si le projet traîne en longueur, il est arrivé que le projet dure 3 mois plus longtemps parce que le chantier a pris du retard, les intérêts, ils sont calculés sur la base de 10% annuel. Donc, vous allez quand même gagner plus que les 10%, parce que c'est 10% annuel. Ok, ok. Mm. Ben écoute, on arrive à la fin de cet épisode. C'était hyper riche. J'espère que les gens sont restés jusqu'au bout parce que moi, même après avoir passé tout ce temps sur le site, sur Avenue des investisseurs, j'avoue que j'ai encore appris des choses ce soir. J'espère que personne ne s'est endormi. En tout cas, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. Je vais quand même te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, parce que je vais pas te laisser partir comme ça. Pour toi, c'est quoi être riche? Ah, là, on peut parler pendant 1 heure. Mais j'ai une définition qui est un peu fiscale. Ah, Être riche, pour moi, c'est être redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, d'accord. tout simplement. Depuis la réforme Macron, quand même, ça a un peu changé, parce qu'avant, c'était l'impôt sur la fortune, et l'assiette du patrimoine était plus élevée. On tenait compte aussi du patrimoine immobilier, mais aussi du patrimoine des actions, etc. L'assiette était plus large. Tandis que l'impôt sur la fortune immobilière, ça frappe que l'immobilier. Donc, disons que pour moi, en tout cas, être riche, c'est avoir un gros patrimoine et pas des revenus, parce que souvent les gens parlent de revenus, parlent être riche, c'est 3 000 euros, 5 000, 10 000 euros par mois. Non, pour moi, être riche, c'est avoir un patrimoine d'une taille conséquente qui permet de générer des revenus passifs, c'est-à-dire des intérêts, des loyers, des dividendes. Donc, qui permet de générer des revenus passifs qui vont me permettre de vivre convenablement. C'est ça être riche pour moi, sans travailler, juste avec les revenus passifs, grâce à un gros patrimoine. Pas étonnant que du coup, tu te reconvertisses en conseiller en gestion de patrimoine. On sent la passion de l'homme. Exactement. Écoute, merci Nicolas. Je reprécise que tous les chiffres, tout ce dont on a parlé, vous pourrez le retrouver. Moi, je mettrai toutes les références sur budget-chéri.com, que vous pouvez aller sur avenuedesinvestisseurs.fr, qui est donc le site de Nicolas et Ludovic, qu'on fera un nouvel épisode dédié entièrement à la bourse en 2020. Et en attendant, voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses, que vous êtes des nouveaux investisseurs bien avisés. Plus aguerris maintenant. Exactement, et que vous allez pouvoir faire fructifier votre capital. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais je pense qu'on le redira jamais assez, c'est qu'en matière d'investissement, plus on commence tôt, plus on en a les fruits rapidement. Oui, grâce à la boule de neige. Et exactement, c'est vraiment un effet boule de neige. Alors je vous invite à ne pas vous poser trop de questions parce qu'évidemment vous allez vous en poser, mais en tout cas à commencer dès maintenant et à vous mettre dès maintenant dans une démarche d'investissement. Et quant à moi, écoute, déjà je vais te saluer Nicolas. Oui, je te salue aussi Delphine, et puis si j'ai pu faire passer un petit message juste en 10 secondes, c'est de donner aux gens les clés de lecture et de toujours comparer et de poser les chiffres. Parfait. C'est le mot de la fin. Si au moins c'était juste une sensibilisation aujourd'hui, on est
on n'a pas pu trop creuser, mais juste ça, posez les chiffres, comparez et informez-vous bien. Voilà. Exactement. D'ailleurs, j'en profite si vous voulez qu'on creuse un de ces sujets-là, parce qu'il vous intéresse et que vous voulez un épisode dédié entièrement à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire aussi. Vous avez toutes les informations pour me contacter sur budget-chéri.com. Voilà. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.